Au XVIe siècle, règne pendant 46 ans depuis Constantinople le sultan Soliman Ier. À la tête de la première puissance militaire et économique de la Renaissance, à la fois conquérant, législateur, diplomate et artiste, étendant son empire de Vienne jusqu'aux confins de l'Orient, il est temps de nous pencher sur le long et fastueux règne de Soliman, celui que l'on surnomme le Magnifique. Né autour du 6 novembre 1494 à Trébizonde, les témoignages qui nous sont parvenus évoquent le jeune Soliman, avant qu'il ne devienne sultan, comme un grand gaillard tout maigre, généreux et aimable. Dès son plus jeune âge, il aspire à devenir un bon souverain musulman, appliquant la justice de façon impartiale et faisant régner l'ordre de façon intransigeante. Comme ses prédécesseurs, Soliman a été entraîné à l'art de la guerre. Il a été officier dans l'armée de son père et a été gouverneur de plusieurs provinces. Lorsqu'il devient sultan à 26 ans, il a déjà de l'expérience. Et surtout, il va bénéficier de conditions extrêmement favorables pour son début de règne. Déjà, l'administration ottomane, héritée de l'Empire byzantin et centralisée à Constantinople, est extrêmement efficace. Aussi, la population ottomane a considérablement changé. Après la conquête de la Syrie, de la Palestine et de l'Égypte par ses prédécesseurs, l'empire jusque-là composé de Grecs orthodoxes est désormais à dominante musulmane. Sur le plan religieux justement, comme son empire compte désormais en son sein Jérusalem, Médine et la Mecque, cela fait de Soliman le protecteur de tous les lieux saints de l'islam. En fait, depuis son père Sélim Ier, les sultans ottomans sont même devenus des califes, ils sont donc chefs spirituels de l'ensemble du monde musulman sunnite. Mais surtout, Soliman hérite de ce qui est alors la première puissance militaire et économique d'Europe. À peine monté sur le trône, il a donc pas mal de choses à prouver, notamment qu'il est digne de son pouvoir et de ses ancêtres. Et pour le prouver, il va faire des guerres. Entre 1520 et 1522, il lance une vaste campagne militaire contre les Balkans. Il écrase les Serbes et occupe Belgrade tout en mettant en déroute la puissante armée hongroise. S'appuyant sur sa flotte, il prend le contrôle de l'île de Rhodes, dernier bastion des Hospitaliers en mer Égée. Après ça, les Balkans se retrouvent déstabilisés, et le jeune sultan en profite. En 1526, il l'emporte à Mohacs contre les Hongrois, dont le jeune roi Louis II, âgé de 20 ans, meurt dans la bataille. En 1528, Soliman vassalise la majorité de la Hongrie, et pénètre victorieux dans la capitale de Buda. Jusqu'en 1540, la puissante famille des Habsbourg livre de nombreuses batailles pour essayer de reconquérir la Hongrie. Mais elle est finalement annexée par Soliman, à l'exception du nord, tenu par les Autrichiens, et de la Transylvanie qui reste un simple vassal des Ottomans. Soliman doit alors faire face à celui qu'il considère comme son principal adversaire, Charles Quint, chef de la famille des Habsbourg, qui est à la fois empereur germanique, roi d'Espagne, archiduc d'Autriche, prince des Pays-Bas, duc de Milan et souverain des colonies d'Amérique. Ouais, le gars a un sacré CV. C'est un duel de titans qui s'engage à travers l'Europe et la Méditerranée. Fin septembre 1529, Soliman déploie 120 000 hommes pour assiéger Vienne, la capitale autrichienne des Habsbourg, qui constitue un véritable verrou stratégique vers les territoires allemands et l'Italie du Nord. Le siège est difficile, 300 canons sont déployés, mais la pluie incessante rend l'utilisation des armes à feu difficile. Et après la pluie et la boue, c'est le froid qui vient compliquer les choses. Dépité, Soliman doit se replier et assumer un échec cinglant. Malgré de nouveaux assauts lancés jusqu'à sa mort, l'Empire ottoman ne s'étendra jamais plus loin. Le sultan se rabat donc sur la Méditerranée, où il annexe la Libye, la Tunisie et le littoral algérien. De ces côtes africaines vont partir des flottes entières de corsaires qui vont durablement désorganiser le commerce et ravager les ports européens, notamment sous la direction du célèbre amiral Barberousse. Mais les Européens résistent, notamment à Malte en 1565, où les Hospitaliers cette fois-ci résistent héroïquement et forcent la flotte ottomane à reprendre la mer avec de lourdes pertes. Après les conquêtes en Europe, en Méditerranée et en Afrique du Nord, Soliman porte son regard aussi sur l'Orient, où les Ottomans affrontent à plusieurs reprises les Perses safavides. Une dynastie chiite, autant dire des hérétiques aux yeux du sultan, qui lui est sunnite. Entre 1533 et 1555, plusieurs campagnes vont permettre au sultan de pousser encore plus loin en Orient, et d'annexer l'intégralité de la Mésopotamie. Les Ottomans prennent ainsi le contrôle du Tigre et de l'Euphrate, tout en occupant la prestigieuse cité de Bagdad, l'ancien cœur du monde islamique. À ce stade, et malgré la petite frustration autrichienne, c'est déjà un sacré bilan pour un règne. Mais encore une fois, Soliman est ambitieux, et en tant que calife, il veut étendre son influence au-delà du Moyen-Orient, pour pouvoir toucher tous les musulmans du monde. Pour y arriver, il s'appuie sur l'Égypte qui a des liens commerciaux avec l'Inde et l'Asie orientale. Et ouais, c'est une partie un peu oubliée du règne de Soliman, mais vous allez voir que c'est très intéressant.
Les historiens ont retrouvé une correspondance entre Soliman et Akbar, pas l'amiral, mais le sultan du puissant empire moghol, qui domine alors la moitié de la péninsule indienne. Mais encore plus loin, Soliman passe des alliances avec d'autres souverains musulmans en Asie, jusqu'en Malaisie. Mais cette envie d'expansion va être stoppée net par une puissance européenne qui au XVIe siècle parcourt l'océan Indien, le Portugal. De 1530 à 1560, les Ottomans et Portugais vont s'affronter à répétition le long des côtes indiennes, perses, arabes, africaines et même au large de l'Indonésie. Et pratiquement à chaque fois, les Ottomans sont vaincus. Les Portugais étaient clairement pas là pour rigoler. Mais si le sultan est aussi connu, notamment chez nous, c'est grâce à des liens qu'il a tissés avec un pays un peu inattendu, la France. Durant son règne, le sultan a pour ennemi principal Charles Quint, qui a un autre adversaire, François Ier, dont le royaume est littéralement encerclé par les possessions de l'empereur germanique. Après qu'en 1525 François Ier ait été capturé par Charles Quint après une défaite en Italie et le siège raté de Vienne de Soliman en 1529, les deux souverains se rapprochent. Malgré son statut de roi très chrétien, qui normalement devrait le forcer à s'opposer aux Ottomans, eh bien François Ier il s'en moque un peu. Suivant le proverbe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », il forge une solide alliance franco-turque. Dans les années 1530, plusieurs opérations militaires sont coordonnées. Sous les ordres de Soliman, le corsaire Barberousse va par exemple semer le chaos sur les côtes italiennes. La flotte de Barberousse va même, avec l'autorisation du roi de France, stationner dans les ports de Marseille et de Toulon. Tandis que les espions français transmettent à Soliman les plans stratégiques des Vénitiens. Mais cette alliance n'est pas sans conséquences. Les souverains européens sont furieux contre François Ier et son successeur, Henri II, sera même menacé par le pape d'être excommunié. Une des dernières grandes facettes de Soliman que je voulais aborder, et pas des moindres, c'est son amour pour les arts. Tout comme son homologue français, il finance de nombreux artistes, des peintres, des sculpteurs ou des architectes. Il collectionne les porcelaines chinoises, il se passionne pour la littérature, il y rédige de nombreux poèmes en turc, en arabe et en persan. Les plus célèbres sont d'ailleurs dédiés à son épouse préférée, Roxelane, une ancienne esclave, la mère de son successeur Sélim II. Sous le règne de Soliman, Constantinople et de nombreuses autres villes de l'Empire s'étendent et connaissent d'importants travaux. Le paysage urbain est réorganisé, mais surtout codifié. L'architecte principal de Soliman, Mimar Sinan, va imposer des normes de hauteur, de décoration et de superficie qui vont permettre de distinguer au premier coup d'œil les édifices financés par le sultan. Tout cela fait que Soliman fut surnommé le Magnifique, mais ça c'est en Occident. En Turquie on l'appelle le législateur, car sous son règne, la justice est actualisée de A à Z. Malgré un empire à la population très diverse, l'Empire ottoman reste un État musulman. La loi coranique reste donc la base du droit et de la justice. Les chrétiens et les juifs, que les musulmans appellent dhimmi, sont soumis à un impôt spécial et à toute une série de restrictions dans leur vie quotidienne. Certains postes officiels leur sont interdits, tout comme le prosélytisme ou le mariage avec des femmes musulmanes. Mais dans le même temps, certains droits leur sont garantis. Ils sont soumis à une justice spéciale assurée par leurs chefs religieux. Par exemple, les Grecs orthodoxes sont placés sous l'autorité du patriarche de Constantinople depuis le règne de Mehmed II. Sauf qu'en fait, certes Soliman a réactualisé les lois, mais les historiens se sont rendus compte ces dernières années que son Qanun, c'est-à-dire son livre de loi, était en fait très inspiré de ce qu'ont fait ses prédécesseurs, notamment ce bon vieux Mehmed II. Mais cela ne change pas grand-chose, qu'il ait lui-même défini ses lois ou pas, de toute façon, il est incontestable que Soliman avait une ambition judiciaire. Par exemple, sous son règne, les peines de mort sont réduites et la corruption sévèrement condamnée. Et ce Qanun, donc ce code de loi de Soliman, va être utilisé pendant 300 ans, ce qui lui vaut bien son nom de législateur. Mais ce règne, aussi impressionnant soit-il, il a une fin. Dans les dernières années de sa vie, le comportement de Soliman change assez brutalement. Il s'isole dans son palais de Topkapi à Constantinople et ne parcourt plus son empire. Il devient difficile de le voir, ou même de le faire participer à une cérémonie officielle. Il adopte des habitudes d'ermite, presque entièrement dédiées à la religion. Globalement, il ne sort plus que pour mener ses campagnes militaires. En 1556, alors qu'il est de retour en Hongrie contre les Habsbourg, Soliman s'éteint dans la nuit du 5 au 6 septembre. La nouvelle est dissimulée par les ministres du sultan, qui craignent une guerre civile entre ses enfants. Ce n'est que 48 jours plus tard, alors que l'armée regagne Belgrade pour y retrouver le prince héritier Selim, que le décès est finalement révélé.
Le règne de Soliman aura duré 46 ans, le plus long règne de l'histoire ottomane, considéré comme un âge d'or de la culture et du bon gouvernement islamique, une époque d'abondance, de développement économique et intellectuel, mais aussi de conquêtes glorieuses, et ce malgré les échecs de Vienne ou de l'océan Indien. Parce que faut avouer qu'après Soliman, le prestige ottoman commence à décliner, notamment après la bataille navale de Lépante en 1571, qui est une cuisante défaite pour les Ottomans face aux Espagnols et aux Vénitiens. Au final, le règne de Soliman a été très impressionnant. Sur le plan militaire, il a tenu tête à toutes les grandes puissances européennes et du Moyen-Orient. Sur le plan culturel, son règne s'apparente à l'apogée des arts et des lettres. Et sur le plan politique, il a réussi à diriger des dizaines de peuples différents dans un seul empire. Au final, ce n'est pas un hasard si Soliman continue d'incarner l'apogée de son empire. Comme lui, il laisse un héritage riche, complexe et flamboyant.